Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on avait juste ce petit doute, ce petit doute technique. Donc j'imagine que vous nous entendez et donc j'imagine et j'espère que vous nous voyez. En tout cas, bah, merci beaucoup de participer à ce webinaire qu'on est très heureux de présenter avec Venceslas sur les réactions à avoir en cas de marché public et de rejet en fait de l'offre de marché public. Donc avant de commencer, je voudrais juste que nous nous présentions rapidement. Alors moi je suis Nicolas Sfez, avocat associé chez TGS France Avocat, je vais faire cette formation, ce petit moment de présentation avec Venceslas Monzala, membre de l'équipe de droit public de TGS Avocat. Donc TGS Avocat, c'est un cabinet pluridisciplinaire, mais qui a développé une expertise en droit public, et spécialement en droit des contrats administratifs, ce qui tombe bien pour aujourd'hui, de l'urbanisme, du droit administratif général, droit de la régulation, et auprès de qui on accompagne nos clients dans leurs relations avec les collectivités territoriales, essentiellement, et également des collectivités territoriales que nous accompagnons dans leurs relations avec les opérateurs économiques, dans le cadre notamment des marchés publics ou des contrats de concession. Ce matin, donc, on va vous parler en fait des rejets d'offres dans les marchés publics, avec ce petit point. D'abord petit point d'attention très rapide sur le sujet. Donc vous savez que les marchés publics, c'est une partie très importante de l'économie nationale, l'économie des collectivités territoriales. C'est un fort levier de politique publique, et pour des entreprises notamment, c'est souvent des possibilités de revenus très importantes, et dans certains domaines quasi exclusives, hein. Je pense notamment aux travaux publics, par exemple. Et donc vous avez toute une série d'appels d'offres, et évidemment, et malheureusement, on gagne pas à chaque fois. Alors des fois, on gagne pas parce que l'offre était pas en adéquation avec la demande de la collectivité territoriale, parce qu'on n'était pas très bon, on va dire, même si ça arrive rarement. Mais des fois, on rate aussi parce que il y a des règles de droit qui sont pas respectées, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à identifier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va le voir au travers de trois points. D'abord, comprendre le rejet, c'est-à-dire d'identifier ce qu'est le rejet, de voir quels sont vos droits immédiats, c'est-à-dire lorsque vous avez une offre qui est rejetée, qu'est-ce que vous devez faire immédiatement, et ensuite, une fois qu'on a fait cet audit rapide, de savoir quels sont les bons réflexes et quelles sont les voies de recours dont on dispose. Donc sur le premier point, sur comprendre le rejet, Oui, alors, j'ai laissé la parole à Venceslas qui va vous présenter ces deux types de rejets. oui, alors la première interrogation, c'est lorsqu'on reçoit un rejet, un courrier de notification de rejet de l'offre, la toute première question à se poser, c'est de quel type de rejet s'agit-il? Pourquoi? Eh bien, parce que selon la réponse, vous n'avez pas du tout les mêmes droits et vous n'allez pas réagir de la même façon. Schématiquement, il existe deux grandes catégories de rejets et elles sont très différentes dans leurs conséquences en ce qui vous concerne de manière opérationnelle. La première catégorie, c'est ce qu'on a appelé le rejet pour irrégularité. Là, votre offre n'a pas du tout été analysée sur le fond. Elle a simplement été écartée pour une raison purement formelle. Une pièce manquante, un document déposé en retard, une signature absente, un format de fichier non conforme peut tout à fait justifier un rejet de pure forme parce que contraire au règlement de consultation. Ce type de rejet, c'est sans doute le plus frustrant parce que vous avez travaillé, vous avez fait un très beau mémoire technique, mais il n'a pas été lu tout simplement parce que votre offre n'a pas été comparée à celle qui a finalement été retenue. Et dans ce cas, vous n'avez pas de droit de demander les caractéristiques de l'offre retenue puisque la vôtre n'a tout simplement pas fait l'objet d'une analyse comparative. En tous les cas, le premier réflexe qu'il faut avoir ici, c'est ce que nous vous recommandons, c'est quand même de reprendre le règlement de consultation et de vérifier point par point les éléments qui étaient attendus de vous, que vous devez fournir,
et de vérifier aussi au moyen du bordereau que vous générez lorsque vous déposez votre mémoire technique sur le profil acheteur, de voir si effectivement ce qu'on vous reproche est tout à fait justifié. Parce que parfois, il est arrivé, on a déjà eu le cas, que la décision de rejet pour irrégularité soit tout simplement erronée parce que la personne derrière la machine n'a pas simplement vérifié que les documents qui ont été fournis ont été les bons, parce qu'elle est allée assez rapidement dans cette analyse-là. Et donc, ça peut tout à fait être opportun de vérifier, de faire de créer une checklist formelle pour vérifier que tous les points qui étaient attendus, tous les documents qui étaient attendus l'ont bien été. Et dans ce cas, peut-être écrire rapidement à l'acheteur public pour signaler cette erreur-là. Parfois, eh bien, ils reprennent la main et vous réintègrent dans la procédure, dans la consultation, en analysant ensuite votre offre. Et bien, si tel n'est pas le cas, il faut toujours capitaliser et tirer les leçons pour le prochain appel d'offres. La seconde catégorie de rejet, c'est le rejet cette fois-ci après analyse. C'est-à-dire que votre offre était conforme sur le point de vue formel, vous avez fourni tous les documents administratifs dans le bon format, ainsi de suite. Elle a été ensuite étudiée et notée en fonction donc des critères de notation qui ont été fixés dans le règlement de la consultation. Mais elle a simplement été classée derrière l'attributeur ou les attributeurs qui ont finalement été retenus. Et là, c'est une situation beaucoup plus riche en enseignement pour vous et surtout en droit aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que votre dossier a été évalué sur chaque critère, vous avez obtenu des notes et ces notes, vous pouvez les obtenir. Vous avez aussi surtout le droit de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ce qui va vous permettre de comprendre où vous avez perdu des points et pourquoi vous avez perdu des points. Donc ici, le premier réflexe à avoir, il est très simple, c'est de noter la date exacte de la réception de la notification. Cette date, c'est votre point de départ pour tous les délais qui vont suivre et c'est un élément important tout au long de ce webinaire, puisque vous le savez, dans les marchés publics, les délais, eh bien, ça ne pardonne absolument pas. Voilà, juste un point sur les délais. Enfin, ça permet de faire la transition sur le cœur du sujet. Comme disait Venceslas, effectivement, ça pardonne pas, et c'est c'est un des seuls vraiment points d'attention, vraiment où il faut vraiment être parfaitement attentif, encore une fois, parce que il y a beaucoup de choses qui sont régularisables en procédure administrative, surtout après en contentieux, sauf les délais. Les délais, en général, c'est absolument pas, on peut rien faire. Donc, quand vous le savez, quand vous déposez une offre, si elle est déposée trop tard, c'est trop tard. Et de la même manière, si vous faites un recours après le délai de recours, le recours ne sera pas examiné. Donc, c'est vraiment un point d'attention très important et sur lequel il faut vraiment avoir des notes et préparer ses rétro-plannings, etc. de manière très attentive. Ensuite, alors bien évidemment, je l'ai pas dit au début de la formation, vous avez évidemment la possibilité de nous poser des questions. Donc, je crois que c'est par le biais du chat participant. Deux types. Là, si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir tout de suite, on peut se donner une minute ou deux pour y répondre. Mais sinon, on aura un temps d'échange à la fin de la formation pour revenir sur les points sur lesquels vous voudriez qu'on développe davantage ou qui vous posent des difficultés. Donc n'hésitez pas à poser des questions, soit on vous répond au fil de l'eau quand ça rentre dans le cadre de la narration, soit on garde la question pour la fin de la formation. Voilà. Alors, est-ce que les choses sont claires ? On avance ? Donc là, on est dans le cadre. Donc si on reprend un peu le schéma qu'on a commencé à dessiner, donc dans le cadre, on reçoit un rejet, en fait, et lorsqu'on reçoit un rejet, alors quel qu'il soit, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont nos droits immédiats, c'est-à-dire avant d'identifier en réalité si on va contester, si on va aller au tribunal, etc. On a souvent un point, Venceslas va l'expliquer plus en détail, mais un point un peu d'audit sur la situation, c'est-à-dire d'identifier les raisons pour lesquelles on a perdu, qui permettent ensuite de savoir si on peut aller au tribunal. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments sur l'appréciation qu'on peut avoir d'un rejet. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas en notre possession immédiatement. Donc en fait,
tout un des enjeux en fait de cette seconde phase va être d'essayer de développer la meilleure compréhension possible de l'échec d'une candidature. Encore une fois, je le disais tout à l'heure un peu sur le ton, enfin un ton un peu plus léger, mais enfin des fois on n'a pas un marché juste parce que notre offre est mauvaise, mais même ça, encore faut-il le savoir, il faut avoir les évaluations, etc. Donc ça permet à la fois de faire un travail, soit de se dire on s'est fait avoir, on fait un recours, soit de dire bon, on n'a pas été bon cette fois-ci, comment on améliore pour la fois d'après. Donc on a quelques droits immédiats, on appelle une série de droits immédiats, qui permettent justement d'avoir une meilleure appréhension des raisons d'un rejet. Alors justement, cette étape d'audit passe par l'exercice d'un premier droit, qui est donc le droit à l'information du candidat évincé. Ce droit s'exerce à 3 niveaux. D'abord, ce que l'acheteur doit vous communiquer dans le courrier de notification de rejet, sans même que vous ayez à le demander. C'est déjà assez substantiel en termes de contenu. Encore faudrait dire que l'acheteur ait fait le travail correctement pour vous donner toutes ces informations-là. Donc, à ce niveau, sachez que vous avez droit de connaître les motifs du rejet de votre offre. Et quand on dit connaître les motifs, il faudrait que les éléments d'explication soient suffisamment développés. Il faudrait que la motivation soit suffisante pour vous permettre de comprendre la seule lecture du courrier et bien les raisons pour lesquelles votre offre n'a pas été rejetée. Un courrier qui se contente simplement de dire votre offre n'a pas été malheureusement retenue ne suffit donc pas. Vous avez également le droit, dans ce cadre-là, de connaître le nom de l'attributaire, donc de la société ou des sociétés qui ont finalement été retenues. Élément important et que l'on ne voit pas toujours dans les courriers de notification de rejet, ce sont les raisons pour lesquelles l'offre retenue a été choisie. C'est-à-dire les caractéristiques même qui ont fait la différence avec la vôtre. Vous devez aussi savoir, là aussi c'est un élément qui est parfois passé sous silence, la date prévue de signature du contrat. Ça, c'est un élément très important parce que ce délai qu'on appelle un peu dans un mauvais français le délai de standstill, on y reviendra tout à l'heure, c'est le délai à partir dans lequel l'acheteur public n'a pas le droit de signer le marché et qui va vous permettre justement, si vous en avez l'intention, d'exercer tout un ensemble de recours, notamment un référé pour contractuel. Mais on va y revenir dans un instant. Donc, à ce niveau-là, sachez que dans le courrier de notification, en principe, vous avez droit à toutes ces informations-là. Ce que vous pouvez demander ensuite dans les 15 jours qui suivent la notification, là encore, c'est des éléments encore plus précieux. Si jamais le courrier de notification n'est pas suffisamment motivé, eh bien, vous pouvez, de manière par courrier, donc demander à l'acheteur de vous communiquer les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que vos notes détaillées par critères sous critères, au regard donc des éléments d'appréciation du règlement de consultation. Alors, ces 15 jours, c'est un délai qui court très vite, puisque au-delà, l'acheteur n'est plus tenu de vous répondre et de vous communiquer ces éléments-là. Donc, dès réception de la notification, c'est l'une des premières actions à déclencher, c'est éventuellement de demander rapidement donc, ces éléments d'information. Et si vous ne les avez pas, si l'acheteur ne vous a pas communiqué ces éléments de manière spontanée dans le courrier de notification. Et puis, il y a tout ce qui reste protégé, même si vous en faites la demande. Parce que l'acheteur ne peut pas vous communiquer, par exemple, les prix unitaires et la décomposition des prix de l'attributaire, ses marges, ses données stratégiques, ses données commerciales, son savoir-faire, ses éléments techniques. Et si jamais il y a une phase de négociation, il ne peut pas non plus vous communiquer les échanges qu'il a eu avec l'entreprise retenue. C'est ce qu'on appelle des informations protégées au titre du secret des affaires. Alors, ça peut paraître frustrant, mais c'est aussi, il y a un certain équilibre logique dans cette protection-là, puisque le droit à l'information ne va pas jusqu'à permettre une forme d'espionnage industriel ou commercial dans le cadre des marchés publics. Alors, on vous a noté une décision récente rendue en tout début d'année par la Cour de cassation dans le cadre des marchés de concession autoroutière, qui est venue renforcer les exigences, en tout cas de transparence, que l'on peut attendre du courrier de notification. Parce que dans cette décision, la Cour a rappelé que communiquer uniquement les notes chiffrées, en général, c'est ce qui est souvent fait. Vous avez juste votre note par rapport à la pondération générale fixée dans le règlement de consultation, sans aucun motif qualificatif, ne suffit pas à respecter les obligations de l'acheteur. Autrement dit, ce n'est pas tant la quantité des informations transmises qui compte, mais c'est leur qualité. C'est de quelle manière vous pouvez disposer des éléments suffisamment caractérisés pour comprendre les raisons du rejet de votre offre.
Ouais, et j'ajoute juste un point, c'est que l'obligation de transparence, c'est un objectif important en matière de marché public. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'impression un petit conseil pratique, mais c'est qu'à chaque fois que vous avez l'impression que la procédure est un peu floue, vous n'êtes pas en mesure de comprendre réellement les éléments de choix, pourquoi vous avez été évincé, on va dire que, comme disait, je crois que c'est Martine Aubry qui disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a Il y un a un loup. loup. Ouais. On est un peu là-dedans. C'est-à-dire le critère, ça va vraiment être le caractère transparent et le caractère clair en fait de l'information. Ça ne veut pas dire que si on comprend pas tout exactement, ça va passer ensuite, en contentieux, ça marchera, mais c'est quand même une forte indication qu'il y a quelque chose qui peut être contesté. Passe à la Alors, suite où on est... ces informations, vous les avez donc spontanément ou pas. Et que se passe-t-il si l'acheteur ne joue pas le jeu et ne vous les communique pas? Ou alors s'il refuse de vous les communiquer si vous en avez fait la demande. C'est là qu'intervient une autre voie, une autre procédure qui est parfois très méconnue du grand public, qui est issue là encore d'un code qui n'est connu que des praticiens. C'est le code des relations entre le public et l'administration. Qui, comme son nom l'indique, a vocation à organiser les relations entre l'administration et les administrés et qui, parfois, regorge de beaucoup de droits que l'on peut tout à fait opposer à l'administration. Et donc, c'est dans le cadre de cette procédure que vous allez pouvoir effectuer ce qu'on appelle une demande de communication de documents administratifs. Le principe ici est simple, c'est que les contrats publics et les pièces de procédure afférentes à ces contrats sont considérés comme des documents administratifs. Et en la matière, ce sont des documents communicables, c'est-à-dire, sauf exception limitativement prévue par la loi, notamment au titre du secret des affaires, eh bien, vous pouvez, si vous en faites la demande, l'administration a l'obligation de vous les communiquer parce que ce sont des documents communicables. En pratique, voici comment cela se passe. Vous adressez une demande écrite à l'acheteur public dans les 15 jours qui ont suivi la notification de rejet. Si au bout d'un mois, c'est le délai qu'il faut respecter, l'acheteur ne vous répond pas ou il répond expressément mais en refusant de vous communiquer les documents que vous avez demandés, eh bien, vous saisissez une autorité administrative indépendante qu'on appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Cette commission, c'est pas un tribunal puisqu'elle va juste rendre un avis, mais c'est un avis qui est important puisque dans cet avis, elle va apprécier le caractère communicable ou non des documents que vous sollicitez. Sachez qu'il y a déjà une jurisprudence assez fournie en matière de droit de la commande publique et les documents dont on va parler dans un instant sont déjà considérés comme des documents communicables. Et donc, si vous en faites la demande, l'administration devrait spontanément vous les communiquer. Alors, j'ai une question d'ailleurs à ce titre. Alors, c'est écrit petite Délinger V. Je ne sais pas si tu vois les questions, Venceslas. On a une première question sur l'acheteur peut-il communiquer les pièces pendant le délai de standstill? Il nous a été répondu que le contrat n'étant pas signé, il ne pouvait rien nous envoyer, ce qui me semble pas exact en fait. Je pense que les pièces, les éléments peuvent être envoyés. D'ailleurs, certains acheteurs publics envoient les documents spontanément. Enfin, on reçoit les caractéristiques et offres et avantages de l'offre retenue, les notes détaillées, on les reçoit même avec la réponse et souvent avec le courrier de rejet en fait nous, dans certains appels d'offres récents, on a reçu ça en fait avec dès le courrier de rejet les informations sur les notes, etc. Ouais. Il faut savoir que alors les pratiques peuvent tout à fait diverger selon les administrations. Ça n'en fait pas non plus une règle. Mais oui, d'ailleurs, l'intérêt d'avoir les documents dans le délai de standstill, c'est justement pour vous permettre de faire un recours. Donc en fait, quand il les communique pas, c'est plutôt de la rétention d'informations, en fait, on va dire. Alors, il y a quand même un moyen de les obtenir si vous faites un recours. C'est que le juge administratif a une approche assez, on en reparlera, mais il a une approche assez large de la charge de la preuve. Donc en fait, quand vous dites qu'une chose, il faut obliger l'administration en fait à démontrer ce que vous avancez en disant par exemple que tel critère n'a pas été respecté, etc., ce qui les oblige à produire dans le cadre de la procédure les éléments de notation et de sous-critères, etc. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le cadre d'un référé pour contractuel, par exemple, qui s'exerce nécessairement dans le délai de standstill, donc vous demandez au juge des référés d'enjoindre l'administration à vous communiquer le rapport d'analyse et d'offres. C'est tout à fait envisageable dans ce cas-là. Voilà, une autre question qui on répond tout de suite, comme ça on perd pas le fil. Donc, c'est est-ce que ces droits à l'information valent pour des marchés fermés sans mise en concurrence? Oui, enfin, à condition qu'il y ait les éléments en fait. C'est-à-dire que dans un marché sans mise en concurrence, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de critères.
mais par contre, les éléments du marché sont des documents administratifs et sont accessibles sur demande auprès de l'administration. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la possession a dû se faire selon des critères que l'administration est tenue de vous communiquer au regard des principes fondamentaux de la commande publique. Parce que Ouais. sinon, on serait tout à fait en face d'une décision complètement arbitraire qui Alors serait difficilement contestable. j'imagine la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de marchés gré à gré qui sont conclus, notamment par la remontée des seuils. Donc le marché en gré à gré, ça veut pas dire que le marché n'est pas publié, public, accessible et qu'on ne sait pas qu'il a été signé. En fait, il n'y a pas de notion de secret. Ça reste une utilisation de l'argent public, donc les contribuables, enfin donc n'importe quel citoyen, a accès de toutes les manières aux documents relatifs au marché qui a été conclu et donc peut aussi contester, ça c'est un autre point, même si c'est un marché fermé sans mise en concurrence, il peut tout à fait être contesté sur la base de Tarn-et-Garonne par n'importe quel contribuable de la commune en fait qui serait lésé par le dit contrat. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une approche un peu formelle en identifiant la nature du document qu'on demande, le rapport d'analyse et d'offres ou autre document d'analyse de ce type, il faut plutôt avoir une approche, on va dire, un peu fonctionnelle. C'est que quelles sont les informations que l'on est en droit de demander, même si c'est le marché gré à gré, ouais, si c'est par exemple la règle des 3 devis qui est utilisée, dont en fin de compte, la jurisprudence va évoluer sur le sujet ouais. là. En fin de compte, même dans cette hypothèse-là, la collectivité, l'acheteur public a dû faire un choix. Et donc, vous êtes en droit de demander les raisons qui ont conduit au rejet de votre devis et au choix qui a été celui de retenir un autre devis que le vôtre. Mais je prends un autre exemple de manière assez simple pour que vous compreniez bien que vous pouvez toujours avoir ces informations. C'est que si vous êtes par exemple un concurrent évincé, c'est-à-dire que si on a une parcelle du domaine public, par exemple, qui a été attribuée sans mise en concurrence, le fait que vous ayez pu, qu'elle ait pu vous intéresser et que vous ne l'ayez pas, ou que ça fait une distorsion de concurrence, par exemple, fait que vous avez tout à fait le droit de demander pourquoi le contrat a été conclu de la sorte, sur quelle base, quelles sont les modalités de financement quelles sont les modalités financières et d'avoir aussi la communication du contrat en dehors des éléments qui sont protégés par le secret des affaires. Ce qui fait que parfois on reçoit ce qui est vrai, c'est que des fois on reçoit des informations sur les appels d'offres qui ressemblent un peu aux documents des services secrets avec la moitié de la page qui est caviardée. Mais même ça, bon, ensuite en contentieux, on peut contester le caviardage et demander que ce soit davantage ouvert. Sur la forme de la réponse, Sandrine nous demande si elle doit être obligatoirement faite par LRAR. J'allais dire oui, si vous voulez une meilleure sécurité, vous le faites par LRAR, mais rien n'empêche d'envoyer un mail et d'avoir la réponse. En fait, c'est un peu le LRAR, la lettre, l'accusé de réception permet de faire partir les délais sans qu'il y ait aucun doute et permet ensuite surtout, alors on a le délai de 15 jours, ça à la rigueur, bon, avec un mail on pourrait démontrer que, enfin surtout s'il y a une réponse de l'administration en fait qui accuse réception du mail qu'on a envoyé, mais le point c'est pour les demandes CADA, etc. Il faut un délai de recours qui soit certain. Et pour que ce délai de recours soit certain, ce que nous on préconise, c'est évidemment de faire des envois de lettres recommandées. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire un recommandé et de l'adresser aussi par mail. Ouais, ça permet donc de gagner du temps, mais ensuite de donner date alors, certaine par la LRR. Voilà, ce qu'on faisait avant, on envoyait des fax pour bloquer faire les demandes et on envoyait un recommandé pour régulariser la demande et pour que le délai soit incontestable. Est-ce qu'on a fait le tour là-dessus? Ouais, on peut avancer. Ouais. Et voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On reviendra peut-être sur ces éléments-là de points communicables. Voilà. Bon, ça, on l'a vu, ça, donc on peut le refaire rapidement sur les avis CADA, donc tous les éléments qu'on peut demander. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter Non, si ce n'est que après, si vous n'obtenez pas de communication du document, après avoir fait la demande, vous saisissez la CADA qui, elle, rend un avis. Il faut encore revenir à la charge et adresser l'avis CADA
à l'acheteur public en lui demandant de vous communiquer les documents, idéalement dans un délai que vous aurez déterminé. S'il ne s'exécute pas, eh bien, à ce moment-là, vous saisissez le tribunal administratif avec demande d'injonction d'envoyer le document avec peut-être une astreinte financière par heure ou par jour de retard en fonction de la sensibilité du dossier. Voilà. Alors, il y a une question de Max que je garde pour la fin parce que c'est intéressante sur la possibilité de faire plusieurs offres pour une même entreprise. Donc, ça, on reverra à la fin. Okay. Ça permettra de faire un petit tour sur les différents points du dossier. Donc, ensuite. Alors, une fois que vous avez obtenu vos notes et que vous avez éventuellement demandé les caractéristiques de l'offre retenue, vient le moment de l'analyse. D'accord ? Donc, ça, c'est la prochaine slide, Nicolas. Ouais. On a organisé cette analyse autour de 3 axes qui reprennent peu ou prou. On a toujours, pour rappel, dans la phase d'audit, pour savoir finalement si on classe le dossier où on fait une contestation où on capitalise pour le prochain appel d'offres. Donc, 3 axes d'analyse qui correspondent aux critères les plus fréquents dans les marchés publics. Le premier axe, c'est d'abord la question de la valeur technique. Parce que c'est souvent là que le bas blesse, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure. Parfois, les erreurs classiques, c'est que nous aussi, on le fait en tant que cabinet d'avocats, on répond à des marchés très souvent et parfois, dans l'urgence, on a tendance à prendre un mémoire technique qui correspond peu ou prou aux grandes lignes du cahier de charge, du CCTP, et de le plaquer un peu sur un autre marché. Et donc, le mémoire technique est trop générique, il n'est pas personnalisé, les engagements sont vagues et on ne peut pas les mesurer. Les sous-critères ne sont pas très bien adressés, la réponse n'est pas adaptée au CCTP, ainsi de suite. Parfois, on fait son mea culpa, on tire les leçons et on avance. Mais parfois aussi sur la valeur technique, il faut faire très attention parce que les éléments d'appréciation qui sont prévus au cahier des clauses techniques et particulières peuvent tout à fait être mal appréciés par l'administration. C'est-à-dire que votre valeur technique peut tout à fait être sous-value parce que justement, intrinsèquement, c'est pas que vous avez présenté une offre technique qui est mauvaise, mais c'est parce que les éléments qui ont permis à l'acheteur public d'apprécier la valeur de votre mémoire, de votre offre technique, n'ont pas été objectifs, ne sont pas quantifiables objectivement, et cela lui donne donc une liberté d'appréciation pour finalement, sans tomber dans le complot, mais en tout cas de retenir l'offre qu'il voulait retenir dès le départ. Donc, il faut faire très attention à ces éléments-là, sur l'appréciation de la valeur technique. Il faut toujours un feedback pour savoir si il y a besoin d'aller de l'avant ou bien est-ce qu'il y a une appréciation qui est trop arbitraire, trop générale, ce qui peut ouvrir la voie à un référé pour contractuel éventuellement. Le deuxième axe, c'est le prix. Et là, c'est un élément très important, c'est que les erreurs sont souvent de nature un peu technique. Vous avez un BPU, un DPGF qui est incohérent, un positionnement qui n'est peut-être pas en phase avec la valeur estimée du marché, les erreurs de décomposition. Donc, là encore, faire son examen de conscience, si je puis dire, pour savoir si notre offre était trop chère par rapport à ce qui était estimé, par rapport à la valeur du marché, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un point important. Juste, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'analyse des coûts, c'est-à-dire sur l'analyse du prix, vous êtes les mieux placés pour savoir si le prix qui a été retenu est valable ou pas. En fait, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une question de marge, etc. Et donc, il faut que vous ayez parfaitement conscience aussi de savoir dans quelle mesure vous auriez pu faire des efforts sur les prix, etc. Alors, c'est vrai que faut que ce soit intéressant, mais il y a quand même une possibilité pour un opérateur, pour un candidat, de décider de casser un peu les prix pour rentrer dans un marché, etc. Donc là, c'est vraiment une question d'appréciation particulière. Nous, on a des marchés où, par exemple, on va être sur un taux unitaire de 120 €, sur des marchés à bon de commande de 120, 130 €, on va dire que c'est le prix de la prestation en taux horaire normal, et vous pouvez avoir des candidats qui vont proposer 90 ou 100 € en fait, et c'est à vous de savoir si c'est possible ou pas. En fait, c'est une question d'appréciation économique. Et surtout sur cet élément d'appréciation de la valeur prix, c'est d'autant plus important que parfois, ça peut vous permettre de détecter une erreur, une anomalie qui peut tout à fait, il faut justifier un recours contractuel. Ouais. Je m'explique. Vous avez face à vous une entreprise que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui est tout nouveau, qui est toute nouvelle sur le marché et qui, justement, pour avoir des références, décide de brader ses prix en proposant ce qu'on appelle une offre anormalement basse. Vous savez, vous, qu'avec ce prix-là, il ne pourra jamais faire de la marge. Et prendrait le risque de mal exécuter le marché parce que vous connaissez tout à fait votre secteur d'activité. Eh bien, dans ce cas-là,
l'acheteur public a l'obligation de rejeter l'offre parce qu'elle serait anormalement basse, en suivant une procédure contradictoire, ainsi de suite. Mais bon, il lui revient l'obligation de rejeter cette offre-là. Si jamais il ne le fait pas et il retient l'offre qui présente manifestement une offre anormalement basse, eh bien, vous pouvez tout à fait, dans le cadre du référé pour contractuel, contester cette attribution-là parce que ça constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. C'est un peu une concurrence déloyale. Donc, c'est pourquoi l'analyse du critère prix est à ce petit point-là assez intéressante. Avec une petite, avec un petit paradoxe qu'on retrouve souvent en matière de marché public, c'est que le marché public, enfin la base du marché public, c'est quand même d'essayer de tirer le prix vers le bas. Donc quand on dit que l'offre elle doit être anormalement basse, il faut qu'elle soit manifestement basse en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle soit très très basse. Et pour ça, en fait, il faudra démontrer, et nous on l'a fait notamment par le biais d'expertise économique, etc., pour montrer que la personne qui fait une offre qui vous paraît extrêmement basse peut pas assurer la conduite du marché. Parce qu'en fait, certaines personnes et certaines entreprises, je fais juste un petit point de stratégie, mais enfin, pensent que c'est une stratégie avant ça marchait peut-être plus, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une offre anormalement basse, on est sélectionné, et une fois qu'on est sélectionné, quand on a le marché, on va voir le pouvoir adjudicateur en disant « Ah là là, on peut pas faire le marché, mettez-nous une rallonge », sauf que la rallonge, elle n'est pas soumise, enfin normalement elle devrait pas être soumise à la concurrence, mais ce qui rend fragile en fait toute la construction et peut entraîner à des condamnations, y compris pénales, des autorités publiques si elles vont dans ce sens. Ouais. Donc d'où l'importance sur le prix d'être le plus raisonnable possible et espérer le moins possible de remise au pot de l'administration en fait. Alors, on a des questions assez intéressantes sur l'appréciation de l'offre anormalement basse et du positionnement à avoir contre une entreprise qui ne jouerait pas le jeu. On vous propose de retenir ces éléments-là en fin de présentation, peut-être, Nicolas, pour nous permettre d'avancer. Oui, tout à fait. On va avancer un peu, on garde les questions. Okay. Donc... Et puis, troisième élément de l'audit, et on en finira par là, c'est d'abord les autres critères, les sous-critères qu'on néglige souvent, vous savez, les critères de délai, les critères RSE, les critères environnementaux, les critères sociaux qu'on peut trouver parfois dans les marchés. Ces éléments, c'est important parce que là encore, ça peut être un élément assez intéressant, stratégiquement en tout cas pour vous, pour éventuellement contester l'attribution qui pourrait être irrégulière. C'est-à-dire que parfois, pour bien faire les choses et dans une logique de verdissement de la commande publique, des collectivités mettent des critères environnementaux. Vous savez, c'est le fameux localisme un peu en version française, même si on sait très bien que du point de vue européen, c'est tout à fait contestable. Mais le fait est que peut tout à fait vous demander de justifier, par exemple, de vos engagements RSE. La difficulté, c'est que parfois, les collectivités n'ont pas les moyens, en tout cas ne précisent pas dans les documents de la consultation, dans le document de consultation des entreprises, les éléments qui vont leur permettre d'apprécier, de noter ces engagements RSE aux engagements environnementaux. Et donc, lorsque ces éléments sont vagues et ne sont pas assez précis, eh bien, ça peut aussi donner une liberté d'appréciation à l'acheteur qui peut tout à fait attribuer une note, en tout cas jouer sur ces critères-là, ces petits critères, pour que à offre sur le plan technique et sur le prix équivalente, eh bien, donner la priorité à une entreprise et non pas à une autre. Donc, là aussi, importance de vérifier et d'identifier précisément si ces sous-critères-là ont été précisément définis dans le document de consultation, de manière déjà à personnaliser votre réponse et répondre justement à ces attentes-là. Et dans le cas contraire, peut-être voir de quelle manière eh bien, l'attribution peut être contestée, ne serait-ce que sur ces éléments-là. Parfois, eh bien, on a des référés qui peuvent tout à fait gagner juste parce que dans le document de consultation d'entreprise, le critère RSE, le critère environnemental n'a pas été bien défini. Je prends par exemple l'exemple, on vous dit de justifier de vos émissions CO2 ou autres, mais sans pour autant donner les éléments qui permettent de dire à quel niveau vous êtes bon, à quel niveau vous êtes pas bon en matière d'émissions, ainsi de suite. Ça, et tout le monde va dire oui, on fait des efforts pour être tout à fait RSE compatible, mais si l'acheteur public ne se donne pas les moyens d'apprécier objectivement ces critères-là, eh bien, il prend le risque de commettre un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Voilà. Okay. On va enchaîner avec un petit cas pratique rapidement, ou si on n'a pas le temps, Nicolas, peut-être... non, on peut voir, mais on a répondu déjà de cette manière. Ouais. Mais donc là, par exemple, une PME reçoit une lettre de rejet mentionnant uniquement
votre offre n'a pas été retenue, l'attributaire est la société X. Donc ça, c'est ce que vous recevez quand vous avez pas été, quand votre offre n'a pas été retenue, et avec aucun motif, aucune note, aucune date de signature. C'est-à-dire que là, on n'a aucun élément. Donc la question qu'on peut se poser à ce moment-là, qu'on doit se poser, c'est cette notification est-elle conforme aux éléments qu'on vous a indiqués avant, quels recours sont ouverts et le délai de standstill commence-t-il à courir. Donc, alors on fait la réponse en même temps. Donc, sur cette notification, donc la notification est insuffisante. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer, encore une fois, le courrier que vous recevez, il est important parce qu'il permet de savoir que vous n'êtes pas reçu, mais il permet aussi de faire partir les délais. D'accord? Mais ce courrier ne fait partir le délai que s'il est complet. Et donc ici, si la notification est insuffisante, incomplète, dans ces cas-là, on dit qu'elle peut pas faire partir ce délai de recours. Et donc, le référé précontractuel dont on va parler après sera recevable si le contrat est non signé. Le délai de standstill, c'est-à-dire le délai dans lequel l'administration ne peut pas signer le contrat, ne court pas. Et le contrat signé, malgré tout, le référé contractuel reste ouvert. Et donc, le réflexe qu'il faut avoir dans cette situation, c'est de réclamer les informations manquantes et vérifier si le contrat a déjà été signé. Donc c'est le point, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir si le contrat est signé pour savoir quelle est la procédure qu'on va ouvrir. Justement, donc on rappelle, excuse-moi juste, rappelle la décision de la Cour de cassation qu'on a évoquée tout à l'heure. La notification sans motif prive le candidat de tout recours utile. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, la logique pour vous, ça doit être la transparence. Donc la procédure doit être transparente. Donc si vous n'êtes pas en mesure ou si vous avez des doutes sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été choisi, c'est qu'il y a un problème. Souvent, en tout cas, il y a un problème et vous avez droit à ces précisions. En parlant de procédure, il ne reste pas beaucoup de temps avant de la session questions-réponses. On va maintenant aborder les recours et les bons réflexes à avoir pour être tout à fait opérationnel. Alors, on vous demande d'être un peu attentif parce que là, on rentre un peu dans la question de la gestion des délais et dans les marchés. Mais on vous donnera le support. On vous donnera le support. Oui, exactement. Donc, on vous a proposé ici un logigramme pour savoir quoi faire, à quel moment, en fonction selon les circonstances qu'on a pu identifier tout à l'heure. La première question à se poser, fondamentale, c'est le contrat a-t-il déjà été signé au moment où j'envisage... Juste pour que ce soit très précis, si tu me permets, Venceslas, 2 secondes, c'est le contrat, il faut bien distinguer la chose. Le contrat, vous recevez un courrier de notification, c'est-à-dire 2 choix d'un opérateur économique pour le contrat. Quand vous recevez ce courrier, normalement, le contrat n'est pas encore signé. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie formule, ça serait nous avons décidé de signer avec telle entreprise et il y a un délai dans lequel ce contrat peut être signé ou pas. Et pourquoi ce délai? Parce que ce délai permet d'engager des recours que Venceslas va vous présenter avant que le contrat soit signé, parce qu'une fois que le contrat est signé, c'était plus compliqué de le remettre en cause parce qu'il avait produit des effets. Exactement. Donc, la première question, c'est est-ce que le contrat est signé? Si le contrat n'est pas encore signé, le recours de référence, c'est le référé précontractuel. Je vais détailler les conditions, les conséquences, les effets dans un instant. Ensuite, si le contrat est déjà signé, la situation se complique un tout petit peu, mais elle n'est pas complètement dépourvue de chance de succès. C'est que la question, c'est est-ce que l'acheteur a respecté le délai de standstill, c'est-à-dire le délai minimum entre la notification du rejet et la signature du contrat. Si ce délai a été respecté, donc au moins 11 jours, je le rappelle, pour les notifications par voie électronique et 16 jours pour les autres formes de notification, quoique maintenant, les notifications se font principalement par voie électronique, depuis le profil acheteur, alors le référé précontractuel est en principe fermé si le délai a été respecté. En revanche, si le délai n'a pas été respecté, 2 recours restent ouverts. D'abord, le référé contractuel pour demander la nullité et la résiliation du contrat dans un délai de 31 jours à compter de l'avis d'attribution, s'il y a un avis d'attribution, ou s'il n'y a pas d'avis d'attribution, à compter de 6 mois après la signature du contrat. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le recours tropique, qui est une action en contestation de validité du contrat, qui peut s'exercer dans un délai de 2 mois,
à partir du moment où vous avez eu connaissance du contrat. Alors, juste pourquoi c'est des référés? Enfin, je dis, c'est-à-dire qu'en fait, le point, c'est qu'avant, on avait des contestations contre des contrats, contre des procédures de passation qui se passaient selon la forme normale. Et si vous avez déjà eu affaire à la justice administrative, c'est que ça dure 1 an ou 2. Comme c'est des contrats qui avaient des espérances de vie de 3 ans, 4 ans, ça perdait de son intérêt. Donc en fait, notamment sur l'influence européenne, on a intégré ces référés qui permettent d'avoir des solutions, en fait, c'est-à-dire de savoir si le contrat est valide ou pas, dans des délais très rapides, afin qu'il y ait le moins de conséquences possible à une éventuelle illégalité. C'est ça. Donc on avance. On avance maintenant sur ce qu'il faut savoir sur chaque type. Voilà, les deux types de référés. Le référé précontractuel d'abord. C'est l'arme la plus efficace, on l'a dit, mais aussi la plus contraignante pour l'administration. Mais par contre, elle suppose une très grande réactivité. D'accord ? Très agile. Exactement. Ces conditions de recevabilité. Alors, il faut d'abord démontrer un manquement aux obligations de publicité de mise en concurrence. Alors, c'est une notion assez vague, mais qui est quand même précisée aujourd'hui par la jurisprudence. Excuse-moi, je vais juste répondre à Julie sur la question qu'elle pose tout de suite. Les autres, je répondrai après, mais pour que ça ne se perde pas. L'acte d'engagement, c'est le contrat, en fait. C'est-à-dire quand on signe, c'est-à-dire que vous avez un acte d'engagement, quand il est signé par les deux parties, ça devient le contrat, effectivement. Donc c'est synonyme, pour que les choses soient claires, je voulais le dire. Voilà. Il faut d'abord démontrer, je le disais, les conditions de recevabilité, un manquement aux obligations de publicité. C'est d'ailleurs l'intérêt de l'audit que vous avez fait au préalable pour savoir si ces obligations de forme, de fond ont été respectées, l'appréciation de la valeur technique, ainsi de suite, l'appréciation de critères également, la valeur prix, la situation d'offre anormalement basse, ainsi de suite. Ensuite, vous devez démontrer d'une lésion de votre part, c'est-à-dire que vous devez démontrer que ce manquement vous a causé un préjudice. En général, ça quand même pas difficile à démontrer dans la mesure où vous étiez vous-même candidat à l'attribution du marché. Et puis surtout, l'élément le plus important, c'est que ce recours doit impérativement être introduit avant la signature du contrat, parce que si le contrat est signé, eh bien, il n'y a plus d'intérêt de délaisser un référé précontractuel. Les effets, une fois le recours déposé devant le tribunal administratif et donc notification de la copie à l'acheteur public, la signature du contrat est automatiquement suspendue. C'est-à-dire que l'acheteur ne peut pas passer outre dès lors que elle est informée qu'il y a un recours précontractuel a été déposé contre son intention de signer le marché. L'acheteur est bloqué jusqu'à la décision du juge. Le juge, quant à lui, il peut annuler ou suspendre la décision de passation. Il peut supprimer certaines clauses irrégulières des documents de la consultation, peut aussi ordonner la reprise de la procédure à une étape particulière. Si par exemple il y a une étape de candidature et une étape d'offre, il peut demander la reprise à partir de l'analyse des offres ou depuis l'analyse des candidatures. Et surtout, il a des pouvoirs d'injonction où il peut enjoindre à l'administration de conformer à ses obligations dans le cas du recours qui est exercé. Quelques points de vigilance pratique à retenir. Le premier, c'est d'agir avant la signature, on l'a dit. Et là, pour le coup, il faut donc surveiller que le contrat n'a pas été signé en allant voir le profil acheteur sur le BORAMP, parce que là, 1 heure peut tout à fait suffire à rendre le recours irrecevable. Le deuxième point, c'est identifier les manquements, parce qu'il n'y a pas de référé de manière générale, pas de référé généraliste. Le juge veut voir des griefs précis, une pondération des critères non respectés, une notification insuffisante, des modifications irrégulières du cahier des charges en cours de procédure, une rupture d'égalité de traitement entre les candidats. Ce sont les éléments qui peuvent tout à fait justifier un référé précontractuel. Puis, troisième point, il faut constituer un dossier en urgence en réunissant donc la notification de rejet, le règlement de consultation, le CCTP, les documents de consultation aussi, votre mémoire technique et les pièces que vous avez fournies. Et puis, chiffrer peut-être votre lésion si jamais il y a besoin de formuler une demande indemnitaire suivant le résultat que l'on peut obtenir du référé précontractuel. On vous a proposé dans la prochaine slide une frise pour résumer un peu en un coup d'œil les différents délais à avoir. Je pense qu'on peut passer rapidement puisque le document va être mis à disposition, Nicolas. Mais si vous voulez, ce document-là, vous devez l'avoir sur votre bureau pour qu'à chaque moment, vous savez à quel moment précis vous vous situez et quelles sont les actions qui sont envisageables. Et en plus, vous verrez que donc, quand on a pété le délai du référé précontractuel, on a la possibilité de faire un référé contractuel. Donc ça, mais le référé contractuel, donc qui présente, je reprends juste présenter très rapidement, qui ressemble beaucoup au référé précontractuel.
Mais en général, les juges sont assez sont moins souples sur le référé contractuel, hein, parce que le délai est déjà parti, le contrat est signé, et en fait, on va regarder que les conditions de concurrence, enfin essentiellement, et surtout, en fait, ce qu'il faut bien que vous gardiez à l'esprit, c'est que le référé contractuel n'est pas un appel du référé précontractuel, c'est-à-dire que le référé contractuel n'est ouvert en principe qu'aux personnes qui n'ont pas fait de référé précontractuel et parce qu'elles n'étaient pas en mesure de faire un référé précontractuel. Mhm. Donc c'est notamment parce qu'il s'est avéré que certains pouvoirs adjudicateurs signaient ne respectaient pas le délai de stencil ou avaient fait des erreurs dans les notifications, avaient fait des sujets sur les signatures. Et donc en fait, quand on saisissait le juge pour un référé précontractuel, en réalité, on était déjà fort clos. Mais comme il n'y a pas trop de spécificité sur le contenu même en fait du référé contractuel et précontractuel, à part ce que je viens de dire, on peut peut-être avancer, on va répondre aux questions si... Ouais, peut-être un dernier point pour le Bien cas sûr, bien sûr. pratique. Ouais, sur une distinction à opérer entre les différents types de marchés, sans pour autant entrer dans le détail technique, mais pour les marchés formalisés, c'est-à-dire les marchés passés au-dessus des seuils européens, comme des marchés grosse enveloppe, hein, on va dire ça. Il faut savoir que le standstill de 11 jours ou de 16 jours s'impose. Il faut obligatoirement respecter le standstill. Si l'acheteur ne le respecte pas, le foyer contractuel est systématiquement ouvert. Pour les MAPA, c'est-à-dire les marchés à procédure adaptée, il n'y a pas d'obligation de respecter le standstill en tant que tel, mais l'acheteur a une autre possibilité de fermer le référé contractuel en publiant un avis d'intention de conclure. Et si cet avis n'est pas publié, eh bien, le référé contractuel reste ouvert. Et c'est le sujet au cœur du deuxième cas pratique que l'on a vous proposé maintenant. Voilà. Alors, le cas pratique, donc un MAPA de service informatique est attribué à la société Y. La collectivité n'a pas publié d'avis d'intention de conclure et le contrat est signé 8 jours après la notification de rejet. Donc la question, le candidat évincé, ou un candidat évincé peut-il exercer un référé contractuel? L'absence d'avis d'intention change-t-elle quelque chose et quel délai pour agir? Donc, en MAPA, pas de standstill obligatoire, mais l'absence de publication de l'avis d'intention de conclure ouvre un référé contractuel avec un délai de 31 jours après la première mesure de publicité du contrat signé ou de 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on revient, c'est 31 jours à partir de la première mesure de publicité signée, c'est-à-dire quand on sait que le contrat a été signé, hein, quelle que soit cette mesure de publicité. Ça peut être aussi l'exécution, des mesures d'exécution, ou alors, en tout état de cause, c'est 6 mois. C'est parce que précisément à un moment il faut fermer la possibilité de faire un recours, question de sécurité juridique, et la sanction possible sera toujours l'annulité, c'est-à-dire on considère que le contrat n'existe pas, ou une pénalité, c'est-à-dire notamment une indemnisation financière en fait du candidat évincé, mais pas de remise en cause du contrat en tant que tel. Voilà, alors on avance. La slide suivante, on vous résume un peu un tableau. Voilà, vous avez tous les éléments. Critiques, voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu, mais que vous aurez. Et dans ensuite, donc voilà, alors on va faire les six réflexes immédiats. Donc, pour un petit résumé aussi de ce qu'on vient de voir. Donc d'abord, accuser réception et dater la notification. Vérifier la complétude, donc c'est-à-dire voir si tous les éléments sont complets selon les éléments du code. Ensuite, contrôler le délai de standstill, c'est-à-dire savoir si le contrat a été signé ou pas. Et ce qui permet d'évaluer sans délai l'opportunité d'un référé précontractuel. Et ensuite de demander les caractéristiques retenues par le pouvoir adjudicateur. Et ensuite, d'archiver le dossier complet, capitalisé pour le prochain marché, quand on a un rejet, si on n'a pas de problème identifié. Ouais. On arrive à la conclusion avant la séance des questions. Très rapidement, ce qu'il faut retenir de ce webinaire. On peut le faire à deux voix, Nicolas. La première chose, c'est toujours de distinguer la nature du rejet pour irrégularité, du rejet après analyse, puisqu'on l'a vu, c'est absolument pas la même situation, pas les mêmes droits et pas les mêmes réflexes à avoir. D'accord. Donc ensuite, exercez vos droits à l'information. Donc notification incomplète. En fait,
Et encore une fois, le critère, c'est pas tellement parce que vous n'êtes pas des, enfin, on n'a pas tous les profils, mais je pense que vous n'êtes pas des avocats spécialistes en marché public. La question, c'est pas d'aller regarder dans le code quels sont les documents auxquels vous avez droit. C'est-à-dire là, le point d'attention pour vous, c'est vraiment de regarder les éléments que vous donne l'administration et au regard des éléments que vous avez de l'administration, en tant que professionnel, est-ce que vous êtes en mesure de comprendre pourquoi vous avez été rejeté et pourquoi celui qui a été pris et pourquoi son prix est cohérent, etc., etc. Ça, normalement, vous le savez parce que vous savez si vous avez voulu pousser un peu, prendre un peu plus de marge, baisser un peu la marge. Il y en a qui font des offres à l'os et ils se retrouvent battus par quelqu'un qui a fait une offre 30% moins chère que ce qu'ils ont fait. Et donc, comme on est dans des milieux économiques identiques, on sait qu'il y a un problème. Donc, il y a vraiment une question de bon sens quand même dans l'appréciation, qui est un premier élément de jugement en fait sur ces rejets. Donc une fois que vous avez identifié un problème, à part aller voir un avocat, j'essaie de dire, donc il faut agir vite. Donc ça, j'ai avancé cela. Voilà, puisqu'on l'a dit, les délais sont impitoyables. Et voilà, le référé contractuel, c'est toujours avant la signature du contrat. Le référé contractuel, c'est selon les circonstances, 31 jours ou 6 mois. Mais voilà, il faut retenir ces délais-là qui sont d'ordre public et qui peuvent tout à fait fermer la possibilité de contester un marché qui aurait été irrégulièrement attribué. Et je voudrais vous mettre en garde, le référé contractuel, encore une fois, n'est pas une voie de garage pour ceux qui n'ont pas fait de référé précontractuel. En statistique, j'ai pas les statistiques exactes, mais c'est un ordre de grandeur. On a des bons taux de réussite en référé précontractuel, déjà parce qu'on y va quand on a des éléments, donc on a des bons taux de réussite. En référé contractuel, c'est plus difficile, hein. C'est-à-dire que de manière systématique, les juges sont beaucoup moins regardant en tout cas sur les référés contractuels que sur les référés précontractuels. Voilà. Et puis, dernier point, toujours capitaliser sur le rejet, parce qu'un rejet, c'est toujours un enseignement. Comparez vos notes, critères par critère, pour identifier vos points faibles et voir s'il y a besoin de consulter pour éventuellement demander d'autres éléments complémentaires, engager un contentieux, ou sinon, pour les fois prochaines, pour améliorer la qualité de vos documents de réponse aux appels d'offres. Avec un point que je voudrais porter à votre connaissance, en tout cas discuter, c'est que souvent on a cette, dans capitalisation, quand on perd un marché, on sent qu'il y a quelque chose qui est irrégulier, etc. Mais on se dit, je veux pas contester le marché parce que je suis en affaire avec l'administration ou parce que j'ai vocation à être en affaire avec telle ou telle collectivité territoriale et que c'est pas bien d'être en procès, etc. La pratique nous montre que c'est pas tout à fait vrai en fait, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes un peu sous les radars des acheteurs publics, le fait de faire un recours, des fois ça vous met justement plutôt sur les radars. Donc ça veut dire que si dans l'immédiat vous allez peut-être continuer à perdre des marchés, ça peut être un élément qui fait qu'on évalue avec un peu plus d'attention vos offres par la suite. Donc en fait il faut marquer le coup, ça peut servir. Parce qu'en fait, quand l'administration sait qu'elle a un requérant ou quelqu'un qui fait des contentieux en face, elle est peut-être un peu plus attentive quand elle étudie son offre. Voilà. Je crois qu'on a terminé, non là, oui, c'est bon, on peut prendre des questions. On peut répondre aux questions. Donc, alors il y en a quelques-unes. Donc, on avait. Alors, j'ai souri tout à l'heure en lisant la première question de Max, hein, parce que souvent le gérant, alors ça je vous le laisse, hein, mais le gérant de plusieurs entreprises différentes répond avec plusieurs offres, avec chaque offre avec un montant à la baisse dans le but d'être retenu. Mais une fois évincé, peut-il faire un recours sous prétexte que l'une de ces offres n'ont pas été retenues? Alors déjà, quand vous avez une personne qui fait plusieurs offres, peut-être sous des faux noms, ou je sais pas, parce qu'il peut pas faire plusieurs offres lui-même, mais s'il le fait de manière comme ça, on va dire, on le dit entre nous, ça sort pas de ces séminaires, mais enfin, ça peut relever d'incrimination pénale et notamment d'atteinte et également d'atteinte au droit de la concurrence des ententes, hein, en fait. Hein, c'est-à-dire pour baisser le prix justement du marché. Alors la question que vous vous posez plus précisément, c'est ce qui lui peut contester. En fait, tout candidat peut contester une offre, mais à condition, encore une fois, que le grief lui fasse grief à lui, en fait, c'est-à-dire qu'il soit lui-même touché par ce grief. Donc c'est un cas un peu particulier, mais normalement, une entreprise ne peut pas participer à plusieurs offres. D'autant plus qu'il doit justifier des documents administratifs, notamment de son cabis et autres. On peut tout à fait recouper les informations et voir que c'est
c'est le même gérant de plusieurs Ouais. entreprises. Si tel est le cas, eh bien, enfin, c'est pas interdit en soi, mais il faut faire, Il faut expliquer pourquoi, parce qu'en fait, il sera faire un plutôt groupement. Mais sous-traitant dans le voilà, cadre de exactement. plusieurs groupements, mais il peut contester à partir du moment où son offre est enfin, à partir du moment Sa où il candidature, candidate, bien sûr. il peut Ouais. contester, hein. Alors, mais ensuite, si lui, il l'a gagné par ailleurs, il pourra pas le contester puisque l'irrégularité éventuelle du marché lui fait pas grief, en fait. Bien sûr, il n'y a pas de lésion. Oui, donc voilà. Alors, si vous nous direz si ça répond à votre question, hein, mais comment l'acheteur juge-t-il que l'offre est anormalement basse? Sur quels critères se base-t-il? Là, vous posez une question très, c'est assez impressionniste, on va dire, hein. C'est-à-dire que, en gros, l'offre elle est anormalement basse, bah, il le sait parce qu'il connaît l'état du marché, en fait, hein. Mais comme il cherche les offres les plus basses possibles, en général, ils sont assez tolérants. Enfin, quand on parle d'anormalement basse, le terme sur lequel il faut faire attention, ça, je dis c'est anormalement, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'offre soit très basse pour être anormalement basse, hein. C'est-à-dire, en gros, vous faites un marché de travaux, vous proposez 20 000 euros pour une prestation, votre concurrent, il a proposé 5 000 euros, quoi. Enfin, on parle de ça. Mais il n'y a pas de critères. Alors, en général, ce qu'ils font, je vais vous dire la pratique qu'on a observée, c'est qu'en général, l'administration va écrire à la personne, enfin, elle écrit, c'est l'obligation, mais elle écrit pour suspicion d'offre anormalement basse. On répond et on dit pourquoi on arrive à tenir cette offre. Et en fait, l'administration s'estime couverte en quelque sorte par cette procédure et ça va pas beaucoup plus loin. Mais quand c'est trop bas, souvent c'est pas retenu. Donc ça Ouais. c'est Après la question, c'est, pour compléter ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est que n'oubliez pas que le marché public, dans un marché public, l'administration doit retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, ça n'exclut pas d'être compétitif. Je dis pas de tirer les prix vers le bas, mais d'être compétitif. Le tout, c'est de ne pas fausser la concurrence en proposant une offre qui ne présente pas les garanties de bonne exécution du marché. ouais. Concrètement, l'administration, elle connaît le marché, mais peut-être pas aussi bien que vous. Donc, c'est pourquoi il vous appartient, au regard de ce que vous avez proposé comme prix et au regard du prix de l'offre qui a été retenue, de voir si l'offre peut être considérée comme anormalement basse ou pas. Et donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on recommande sur nos clients, c'est peut-être de faire une expertise financière pour savoir si, sur la base de l'offre qui a été retenue, au regard de l'état du marché et des contraintes du marché, est-ce que cette offre-là est viable ou pas. Ouais. Et donc, sur la base Alors de on cette va expertise, on peut tout à fait ensuite ouais, argumenter devant le juge et demander l'annulation de la procédure c'est pour ce ça. motif-là. Voilà. Voilà. Alors, on va avancer un peu. On a quelques questions encore. Il nous reste, enfin, je propose qu'on prenne encore 5 minutes, hein, on aura le temps de répondre aux différentes questions. J'ai une question d'Élinger sur un RAO avec développement très important sur une offre non retenue comme anormalement basse. N'est-elle pas suspicieuse? Sachant que la RAO a effacé beaucoup d'éléments du rapport, ce qui a amené à ne pas qualifier cette offre d'anormalement basse. Wenceslas, je te laisse. Bah oui, c'est toujours ça. C'est que s'ils justifient suffisamment, c'est parce qu'ils avaient anticipé qu'on peut tout à fait avoir des reproches à faire là-dessus. Et donc une fois de plus, c'est la réponse que je viens de faire. C'est il vous appartient en tant que spécialiste du marché, en connaissant bien l'état du marché, d'apprécier si D'expliquer. au regard des éléments qui vous ont été fournis, est-ce que c'est convaincant ou pas. Ouais, Et voilà. ensuite de donner la suite, de voir la suite que vous pouvez donner à une telle décision. Alors, pour avancer, donc l'acheteur peut-il inclure un critère ou un sous-critère type traitement des déchets environnementaux ou accès aux associations, etc. La réponse est oui, en fait, il fait ce qu'il veut, hein, à condition que ce soit en lien avec le marché. C'est en lien avec le marché et surtout, il se Ah, que donne c'est les du moyens. sens. On ne va Il pas se donne, demander traitement des déchets pour une prestation juridique, par ouais, exemple. et il faudrait qu'il se donne les moyens de les apprécier objectivement pour ne pas créer une rupture d'égalité entre les Voilà. candidats au moment de l'appréciation. Voilà, c'est ce que Parce qu'en fait, c'est sujet, c'est-à-dire, par exemple, si vous demande, donc je crois que c'est accès aux associations, bah oui, enfin, il faut que c'est du sens aussi, hein. Enfin, l'évaluation elle doit être la plus neutre possible. En général, de tels critères sont quand même pas souvent très surévalués dans la note globale, hein, mais ils ouais, existent en tout cas. ouais, parce qu'ils prennent un risque quand même d'une Ouais, contestation sur ces ouais. éléments-là. Ensuite, est-il obligatoire de faire des lots séparés pour faire accéder aux artisans ou privilégier un groupement tout en sachant que les travaux seront sous-traités d'une contestation? L'allotissement,
il est toujours possible à condition que ce soit pas un détournement des seuils en fait, hein. C'est-à-dire que ce soit pas un détournement. Donc en fait, il est possible, mais encore une fois, à condition que c'est du sens, c'est-à-dire de faire travailler plus de personnes possible, etc. Si on veut faire accéder des artisans à un marché, on va plutôt utiliser des sous-critères en fait, hein, c'est-à-dire type en demandant certaines spécificités aux entreprises qui vont travailler sur le marché. Alors quand je lis, la question c'est où privilégier un groupement. Non, à partir du moment où vous faites quelque chose pour privilégier quelqu'un, en général c'est irrégulier. Enfin ça c'est le principe d'égalité presque aussi important que le principe de transparence. Donc Parce qu'on on peut pas obliger la forme de la candidature. Donc, c'était aux opérateurs de se mettre en groupement si voilà. elles le souhaitent. Et en plus, on peut pas avoir des critères et des sous-critères qui soient des critères qui conduisent à Discriminant. une exclusion en fait Ouais. d'autres candidats. Par exemple, nous on a eu des marchés publics, on peut pas avoir un critère en disant nous voulons une entreprise qui soit localisée à moins de 500 mètres du lieu des travaux. Enfin, ça c'est des critères C'est pas qui possible. permettent d'identifier en général une seule entreprise qui est en général le cousin ou la cousine du maire se situe à cet endroit, mais c'est pas possible en fait parce que précisément ça va exclure différents candidats. Ce qui veut pas dire que le critère de distance ne peut pas être pris en compte aussi, mais il doit pas être discriminatoire. En fait, c'est le critère. Ensuite, alors quand vous parlez de contrat, faites-vous référence à l'acte d'engagement, ça j'ai répondu tout à l'heure. Et alors Sandrine nous a complété, j'avais pas vu la question, donc faites-vous référence à la notification ou à l'acte d'engagement. Donc ça, je sais plus à quel moment on a parlé de ça. Mais la notification, c'est juste le document où on dit qu'on va signer le contrat. Et l'acte d'engagement, c'est une des formes de contractualisation en fait, hein. Après, si la question c'est de savoir comment on sait que le contrat est signé, en général, il y a un avis d'attribution qui est publié sur le profil acheteur. Ouais, en fait, Et donc, et il faut il le est voir, il sur, faut surveiller le BOIMP. Ouais. ouais, faut surveiller et ou le journal officiel de la collectivité. Alors, comment sait-on si le délai pour référé contractuel est de 31 jours ou 6 mois? Qu'est-ce qui nous permet de savoir Ouais, c'est dans ce que je quel viens de cas dire. nous... Alors, 31 jours, en fait, bah, là, ça dépend. C'est-à-dire 31 jours, c'est à partir du moment où il y a une publication. C'est-à-dire, en fait, en gros, hein, pour simplifier, c'est-à-dire quand vous savez qu'il y a eu un contrat, c'est 31 jours. Et quand vous n'aviez pas les moyens de le savoir, c'est 6 mois. En fait, alors vous allez me dire, peut-être j'ai pas les moyens de le savoir, je le sais que 7 mois ou 8 mois après, bah là c'est tant pis. Mais c'est 6 mois s'il n'y a pas eu de publication, en fait. Je comprends le sens de la question parce que parfois on répond, on envoie tout le dossier de candidature et on n'a pas de réponse pendant de longs mois. On ne sait pas du tout si le contrat a été attribué. Oui, donc je sais pas si c'est dans cette configuration que vous vous situez peut-être, Coralie. Mais si tel est le cas, eh bien, ce qu'on fait souvent, ce qu'on recommande à nos clients, c'est deux mois après la date de dépôt, il faut envoyer un courrier pour savoir où est-ce que c'en est. Déjà pour alerter sur le fait que si jamais il n'y a pas de réponse, on envisage déjà si il y a moyen de faire un feuille contractuel ou pas. Voilà. Parce que parfois, le contrat peut tout à fait être notifié et signé un peu en douce, si on peut dire. Donc, le réflexe à avoir, c'est de suivre un peu les réponses qu'on a envoyées et le cas échéant, de faire des relances pour savoir si le contrat a été attribué ou pas et voir ce qu'il faut, les conséquences qu'il faut en tirer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, Nicolas. Ouais. Euh... S'il y a d'autres questions. Une dernière. Non. Non, c'est bon. Je n'en ai pas vu en tout cas. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé. Et en tout cas, on était très content de faire cette formation avec vous ce matin. Ah, une petite dernière pour le. Alors, quel est le délai de dépôt de l'avis d'attribution? Il n'y a pas de délai officiel en fait, hein. Le délai d'attribution il est important parce qu'il permet de couper Démarrer les le délais marché. pour l'administration et de sécuriser leur opération. Donc ils ont intérêt à le faire le plus vite possible, mais il n'y a pas d'obligation de respect de délai. Après, peut-être l'élément à avoir en compte, c'est le délai de validité des offres. Parce qu'en général, si dans le règlement, ils indiquent un délai de validité des offres, ils sont tenus de vous demander expressément la prolongation de ce délai-là par courrier. Si jamais ils entendent notifier au-delà
du délai de validité des offres. Mais en général, il n'y a pas de règle qui enferme dans un délai précis cet élément-là. Voilà. Ok. Donc, vous avez nos références si jamais, après ce webinaire, vous avez des questions. Voilà, on est tout à fait disponible à poursuivre les échanges sur ces éléments-là. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions ou quelques éléments de précision apportés sur ce qu'on vient de vous dire. Voilà. Bah, merci encore. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.